Bonjour à toutes et à tous. Un très grand merci d'avoir choisi de passer un petit peu de temps avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler des bâtiments d'enseignement qui sont relativement variés selon qu'on est l'enseignement primaire, secondaire ou enseignement supérieur. Et donc, la logique aujourd'hui, c'est de parler de la rénovation dans l'ensemble des bâtiments qui peuvent être amenés à être concernés. Je suis Claire Tikhonov, la directrice du développement des opérations de Certilia. Certilia existe depuis une vingtaine d'années. Nous sommes une entreprise à mission. Nous écrivons notamment des référentiels qui permettent, pour des certifications ou des labellisations, d'intégrer le développement durable. Et nous sommes donc un certificateur engagé pour des cadres de vie durables. Nous intervenons en France et à l'international. En tant qu'entreprise filiale du CSTB, nous sommes au service de l'intérêt général et nous allons donc essayer d'accompagner les acteurs aussi bien publics que publics. Et nous allons donc aujourd'hui particulièrement parler de la rénovation. Alors, pourquoi la rénovation? Simplement parce que c'est un des secteurs dans lequel Certilia est présent depuis très longtemps. Et dans le cadre de 2050, on sait qu'une grande partie des bâtiments qui seront présents en 2050 seront des bâtiments qui sont déjà existants. Donc, il faut absolument, en intégrant la composante du changement climatique, entamer le travail de rénovation de tous ces bâtiments. Dans le cas des solutions que nous proposons, aujourd'hui, nous en proposons un certain nombre. Et l'objectif de ce moment que nous allons passer ensemble, c'est effectivement de partager un maximum d'expériences, d'acteurs qui vont parler en tant que spécialistes de l'immobilier, de tout ce qui est bâtiment d'enseignement, des problématiques sur la rénovation. Donc, je fais un léger aparté sur nos solutions, mais l'essentiel de tout le temps que nous allons ensuite passer ensemble est vraiment concentré sur le fait d'écouter des acteurs qui vont partager leurs expériences. Dans les rénovations, il existe soit des rénovations globales, et dans ces cas-là, ce sont essentiellement des certifications qui peuvent vous aider. Et dans ces cas-là, ces rénovations peuvent être soit totales, soit une rénovation qui mixte rénovation ainsi qu'agrandissement neuf, ou bien un changement d'usage d'un actif antérieur qui n'était pas de l'enseignement et qui va le devenir, ou bien le fait, effectivement, souvent qu'on a un acteur, notamment privé, de pouvoir avoir, dans le cas d'investissement dans l'enseignement, répondre à l'APEC sinon. Ce sont sinon ensuite des rénovations qui peuvent être sur des focus particuliers. Vous avez notamment la rénovation énergétique, la rénovation plutôt gaz à effet de serre bas carbone, ou la rénovation qui est focalisée sur la biodiversité. Dans le cadre énergétique et de la bas carbone, les certifications y répondent. Vous avez un cadre complet que vous pouvez traiter. Ou vous avez la possibilité, dans ces cas-là, de faire un choix sur un label. Donc, dans la rénovation énergétique, vous avez depuis le 1er janvier le label BBC Énergie, le label d'État. Vous avez, dans le cas de la rénovation bas carbone, le label BBCA. Et dans le cas de la biodiversité, un label à la biodiversité lui aussi. Mais vous avez aussi, dans le cas d'une rénovation, comme souvent dans les actifs d'enseignement, des parcelles suffisamment grandes qui, des fois, intègrent déjà de la biodiversité ou le fait de vouloir la développer. Et dans ces cas-là, même si vous êtes en rénovation, si votre actif existe déjà et est utilisé depuis un an, donc particulièrement dans le cas des rénovations, vous avez de l'extension en plus, vous pouvez très bien être dans une logique d'exploitation de la biodiversité avec un label spécifique dédié. Vous le verrez plus tard, nous vous en reparlerons. La priorité pour nous, c'est plutôt de pousser les acteurs à être en certification et en labellisation, mais en fonction de vos projets, de la taille, des équipes qui vont vous accompagner, un label peut très bien suffire ou une certification. Je passe la parole à Alexa. Et au programme de ce webinaire, aujourd'hui, nous allons avoir une table ronde dédiée aux enjeux, aux stratégies pour maintenir et développer la performance du patrimoine immobilier scolaire et d'enseignement. Ensuite, nous aurons un retour d'expérience sur les atouts de la certification pour la construction et la rénovation des bâtiments d'enseignement. Enfin, nous aurons une présentation des solutions de certification adaptées à la rénovation des bâtiments scolaires et d'enseignement. Et on terminera par une session de questions et réponses.
Donc, on commence tout de suite avec la table ronde dédiée aux stratégies pour maintenir et développer la performance du patrimoine bâti scolaire. Et j'accueille donc Marc Campesi, qui est directeur du bureau d'études Diagonal Concept. Nous aurons ensuite Guillaume Rémy de la direction du patrimoine départemental du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Et enfin, Cindy Rodriguez, qui est directrice bâtiment de la ville d'Évry-Courcouronnes. On commence tout de suite par Marc Campesi. Marc, c'est à vous. Bonjour, je suis Marc Campesi, dirigeant de Diagonal Concept. Diagonal Concept, nous avons deux métiers. Le premier, c'est d'accompagner nos clients dans leur transition environnementale pour des bâtiments tertiaires et industriels. Et l'autre, c'est de réaliser les opérations dans le cadre de missions de maîtrise d'œuvre. Je vais vous présenter aujourd'hui un bâtiment qui s'appelle Vela Verde. C'est la transformation du siège français, du siège lyonnais, pardon, de la Massif en école supérieure. On parle de 3100 mètres carrés d'un effectif d'environ 700 élèves. Pour Vela Verde, nous avons fait le choix d'un futur durable. Nous avons partagé cette ambition avec l'équipe pédagogique et le promoteur de l'opération, puisque nous sommes dans le cadre d'une opération privée. Voilà, le constat que nous partageons tous était le suivant, y compris avec les utilisateurs du bâtiment. Les ressources diminuent, on consomme de plus en plus, on va vers une situation compliquée qu'on appelle l'entonnoir. L'idée de ce projet était de viser plutôt la sortie de l'entonnoir, de permettre à ce bâtiment de fonctionner dans les prochaines décennies avec les impacts climatiques et les problématiques de ressources. Pour être aussi ambitieux, on rentre dans un cadre stratégique qui est fait de bon sens. Dans un premier temps, on va diagnostiquer une situation initiale, tant du point de vue architectural, urbanisme, solidité, accessibilité, performance énergétique, etc. On va ensuite prescrire des solutions et on va réaliser. Si je rentre un petit peu dans le détail, l'objectif de cette stratégie, c'est de répondre aux enjeux de durabilité, notamment la préservation des ressources naturelles, l'action pour le climat, la biodiversité, surtout donner du sens et mobiliser. Il y a des occupants dans l'immeuble, il faut qu'ils soient acteurs de ce changement. C'est préserver leur santé et surtout réaliser des opérations économiquement viables et reproductibles. On a une petite boîte à outils que j'ai fait figurer en bas à droite, qui est la boîte à outils des 5 R, robustesse, réutilisation, réemploi, réparabilité, recyclabilité. Et bien entendu, à cette boîte à outils, on ajoute l'essentiel pour moi qui est de mesurer. Au-delà de l'ambition, il faut s'assurer de la pertinence de nos actions dans la durée. Dans le cadre de cette démarche d'analyse d'une situation initiale, j'imagine que ces items que vous voyez là, vous les connaissez parfaitement. Il fait trop chaud en été, il y a des problématiques de lumière, on consomme beaucoup d'énergie, il fait trop froid, on a des problématiques de qualité de l'air, de qualité acoustique, d'ambiance minérale. Tout ça n'est pas propre à l'enseignement, à l'apprentissage. Donc on va se fixer des ambitions avec les utilisateurs, notamment de régler en priorité les problématiques de confort d'été, d'ergonomie, de confort d'hiver, de performance cognitive, de qualité de l'air intérieur, de reconnexion à la nature. Tout ceci va nous permettre de créer un socle commun dans l'ensemble de nos projets qui nous permet de répondre aux objectifs, à l'objectif principal qui est de créer, on le retrouve ici, un cadre favorable à l'apprentissage. Toutes nos décisions sont prises en fonction de ces objectifs. On ne part pas sur un volet pour le moment réglementaire, qu'il faudra bien introduire dans le projet, mais on part sur un objectif final, c'est créer un cadre favorable à l'apprentissage. Pour ce faire, on va créer un smart building pédagogique. On va partager les données de consommation, les données énergétiques, les données de qualité de l'air avec les utilisateurs. On va faire en sorte de préserver la santé des usagers. On va surtout, dans la démarche d'optimisation des espaces, recycler et habiter toutes les surfaces disponibles. Tout ceci pour éviter de consommer, réduire l'étalement urbain. On sait qu'aujourd'hui, on est confronté aux problématiques de la loi ZAN. Donc, il va falloir reconstruire la ville sur la ville. Et c'est pour ça que nous avons proposé, dans cette opération, d'aller à la conquête de tous les espaces disponibles, de surélever, d'aller sur les -1.
Je vous montre quelques images du traitement des toitures qui étaient inexploitées jusqu'alors et qui sont mises en valeur par des aménagements agréables à vivre, dans lesquels on va retrouver des fonctions à la fois techniques, mais également des fonctions d'usage. Et puis surtout rapporter de la biodiversité. On va aller coloniser également l'ensemble des sous-sols. Donc, ce sont des anciennes caves qui ont été transformées, illuminées pour en faire des lieux d'apprentissage. On va aller travailler sur l'ensemble des surfaces, comme les anciennes surfaces toiture en gravillon, pour les rendre accessibles au public et faire en sorte que ces lieux soient des lieux habitables et surtout agréables à habiter. Et puis, bien entendu, on va agir en utilisant de manière massive des produits biosourcés qui apportent également une valeur ajoutée en termes de confort, notamment confort d'été, régulation de l'hygrométrie et aussi pédagogie, cet apprentissage pour les futurs élèves de la composition de leurs parois, de leurs murs, de leurs isolants, pour voir qu'il existe des solutions alternatives efficientes pour réhabiliter les bâtiments. On va utiliser également les principes de l'action passive. On va d'abord créer une enveloppe performante avant de recourir à la technique. C'est quand même le principe de la réhabilitation. La technique arrive en dernier lieu pour nous permettre de répondre à des situations extrêmes, notamment des périodes de canicule. On va bien entendu utiliser la solution du réemploi. On va recycler tout ce qu'il est possible de recycler in situ. Là, en l'occurrence, c'est du recyclage, c'est du réemploi. Il s'agissait par exemple de luminaires qui étaient issus de la tour de la Défense, qui ont été démontés et avant d'être jetés, quelqu'un les a récupérés, il nous les a remis sur le marché. Ce sont des luminaires de grande qualité, achetés à bas coût pour le coup. On va ensuite, quand nous allons être confrontés à des périodes de canicule un petit peu fortes, utiliser des solutions décarbonées pour produire du chaud et du froid. Nous allons, pour ce faire, dans un premier temps, utiliser ce qu'on appelle les systèmes adiabatiques. On va faire du froid solaire. Pour faire simple, mettre des éponges dans le système de ventilation. Je simplifie vraiment le principe. Et ensuite, quand il fait vraiment trop chaud, une pompe à chaleur décarbonée va prendre le relais pour produire du chaud et du froid. Et cerise sur le gâteau, ce qui est exceptionnel dans ce bâtiment, nous avons la capacité de stocker le chaud et le froid dans des box qui sont composés de matériaux à changement de phase qui vont stocker du chaud et du froid produits gratuitement. Dans la continuité de la démarche et la logique que je vous ai expliqué tout à l'heure, on se sert de ces chantiers comme de lieux pédagogiques d'apprentissage, à la fois pour les entreprises, pour les élèves et aussi l'ensemble du personnel de chantier. Donc pour nous, chaque chantier est un lieu pour apprendre, pour avancer dans la transition écologique, particulièrement dans une école. La qualité de vie, vous l'avez vu tout à l'heure, elle est essentielle. Et enfin, pour prouver et démontrer tout ce que nous avons imaginé, nous allons mettre en place des systèmes de mesure comme le commissioning. Alors là, c'est extrêmement intéressant. Je reviendrai sur deux éléments. Nous avons des indicateurs de productivité et de transmission virale. Voilà, ce sont des indicateurs qui plaisent beaucoup, en tout cas à nous, à la communauté enseignante. Voilà, tout est mesuré, le chaud, le froid, la performance énergétique, les consommations, et ça, c'est partagé avec les étudiants qui vont pouvoir se nourrir du lieu dans lequel ils apprennent et ils habitent quelque part. Voilà. Donc, je vous remercie. Bonjour, bonjour à tous. Oui, donc Guillaume Remy, donc je travaille les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc j'interviens au sein de la cellule expertise énergie faisant partie de la direction du patrimoine. Donc rapidement, notre cellule, donc elle intervient pour tout ce qui est construction et réhabilitation, pour veiller à la mise en œuvre des politiques techniques qui sont définies par les élus, que ce soit dans la programmation, dans les études, dans les travaux, dans l'exploitation, la maintenance et le gros entretien. Donc on valide les choix techniques sur les installations sur les installations techniques, sur la régulation, et on apporte un regard critique et technique pour les arbitrages éventuellement à effectuer. Voilà, on a aussi déployé pas mal d'IoT. Donc rapidement, au sein de notre territoire, donc on a 49 collèges publics, 21 000 collégiens au sein des collèges publics,
On a 2,5 millions de repas qui sont servis annuellement et 220 000 mètres carrés de surface bâtie pour les collèges. Donc en gros, ça fait à peu près 4 500 mètres carrés pour un collège moyen qui accueille à peu près 400 élèves. Voilà la typologie d'un collège au sein de notre territoire. Au niveau de la structuration de notre direction, donc on a à charge donc 490 bâtiments en gestion, que ce soit les collèges, les bureaux, les bâtiments à vocation sociale, bon, quelques éléments un petit peu particuliers. On est organisé avec 35 agents, avec plusieurs services et plusieurs cellules. Donc une cellule qu'on va dire spéco, donc service programmation, études et conduite d'opération. On a aussi une cellule en lien avec l'entretien maintenant sur le patrimoine. Et après, on a des cellules d'experts, donc bâtiment, incendie et énergie. Et après, des cellules support pour, on va dire, gérer tout ce qui est commande, toutes les bases de données au niveau de notre patrimoine bâti et au niveau des plans pour les dessins. Voilà. Donc, au niveau de notre budget, on a à peu près 20 millions d'euros d'investissement sur le patrimoine. Et du coup, notre direction, elle dispose d'une expertise qui permet, on va dire, d'internaliser les compétences. On est parti plutôt par le passé dans une logique où on faisait faire les choses. Webinaire s'activer sur le On faisait faire les choses, maintenant on les fait en interne. Voilà. Donc, alors du coup, au niveau du patrimoine, j'expliquais un petit peu qu'on avait 49 collèges. Donc on a à peu près 15 opérations en gestion permanente. Donc ça va des restructurations légères avec des réhabilitations plus lourdes. Dans le choix des opérations, on a fait réaliser il y a quelques années du coup un audit technique sur notre patrimoine, sur une partie de notre patrimoine, sur la moitié de notre patrimoine. Les bâtiments qui ont été sélectionnés, c'était les plus anciens, donc ceux qui étaient avant 2012 pour lesquels il n'y avait pas eu de travaux. Et ça a permis, si vous voulez, de définir un état des lieux par rapport aux caractéristiques des équipements, les installations, de quand elles dataient, les durées de vie, pour après structurer un plan d'investissement. On a aussi identifié les bâtiments donc, du coup, qui étaient les plus énergivores. Donc là, c'est en lien avec du coup, le décret tertiaire. Donc on essaye de regarder les établissements qui sont les plus consommateurs et pour lesquels du coup, on arriverait à faire des gains énergétiques substantiels. Et après, il y a toute la partie fonctionnelle. Donc il y a au sein de notre patrimoine, on a des établissements qui arrivent à saturation avec un manque de place, avec des problématiques au niveau de l'admi-pension, problématiques aussi au niveau de l'accessibilité, avec parfois aussi des établissements, donc du coup avec des algécos, donc pour lesquels on est obligé de prévoir souvent des extensions. Voilà. Et au niveau de nos opérations, quand c'est des opérations à vocation énergétique, bien entendu, on vise le label. Enfin, on respecte les exigences du référentiel BBC Finergie Rénovation. Et bon, c'est une démarche volontaire, sans chercher systématiquement à aller chercher le label, mais on l'intègre systématiquement dans nos programmes. Et après, donc, je vous présente rapidement un petit peu les thèmes et les objectifs importants qui sont au niveau de nos opérations. Donc, ça s'articule autour de 5 axes. Donc, il y a la relation au site, l'éco-conception, la démarche d'économie circulaire, la qualité d'usage et la performance énergétique. Donc, la relation au site, donc, ça passe par l'étude de site pour connaître, on va dire, les atouts et les risques au niveau du bâtiment qui est présent et savoir quelle stratégie il faut mener dans le cadre de la réhabilitation. Notre volonté, c'est de limiter l'artificialisation des sols, donc gérer au mieux les eaux sur la parcelle. On évite on est dans une logique où on essaye de végétaliser un petit peu les cours de récréation. Donc c'est quelque chose qu'on déploie notamment pour limiter l'îlot de chaleur au niveau des bâtiments. On suit aussi on essaie de développer donc les mobilités douces
Et naturellement, au niveau de l'impact chantier, on essaie de le minimiser. Concernant l'éco-conception, on est dans une logique de frugalité où on essaye vraiment de mettre la bonne quantité de matériaux au bon endroit et maîtriser les impacts environnementaux des éléments mis en avant. On a aussi recours à des matériaux biosourcés et géosourcés quand on le peut. Au niveau de la démarche d'économie circulaire, donc on favorise la logique de réemploi avec l'analyse des filières locales. On est dans une réflexion assez importante au niveau de l'évolutivité et l'adaptabilité de nos collèges pour essayer de partager certains espaces avec peut-être des associations locales ou autres. Et systématiquement, on mène une démarche en coût global sur nos opérations de réhabilitation pour que les arbitrages soient faits à la lumière des investissements et des coûts différés. Donc ça, c'est quelque chose, une volonté forte sur nos opérations. Du coup, sur la partie, quatrième partie, donc c'est la qualité d'usage. Donc là, on parle des conforts au sein de nos bâtiments. Donc on essaye d'anticiper un petit peu les effets donc, du réchauffement climatique. Donc systématiquement, on réalise en phase programme déjà des STD pour essayer de regarder l'incidence d'un réchauffement climatique pour voir la résilience de nos bâtiments. On regarde évidemment le confort visuel, on fait une étude de FLJ, d'autonomie lumineuse au sein de nos espaces. La qualité acoustique, bon, qui n'est pas toujours étudiée sur nos opérations, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudra davantage développer. Et naturellement, la qualité d'air, donc qui est en lien avec le décret sur la QAI, où du coup, là, il faut qu'on vienne majorer un petit peu les débits de ventilation par rapport au RSDT pour tendre vers les concentrations en CO2 qui sont, on va dire, acceptables. Voilà, les notions de confort. Et après, sur la performance énergétique, donc naturellement, on vise les réhabilitations qui sont réalisées intègrent la valorisation des C2E, donc l'enveloppe thermique, elle respecte à minima ces éléments. On intègre du coup toutes les exigences du référentiel BBC Finergie Rénovation, donc ce qui cadre un petit peu les performances au niveau du BAT, au niveau du CEP. Et après, du coup, on a recours massivement aux énergies renouvelables. Voilà. Et donc, on a de la chance au niveau du territoire d'avoir quelques réseaux de chaleur. On a aussi un ensoleillement qui est assez important, donc on déploie du PV. On a aussi une ressource avec la forêt des Landes qui est pas trop loin, donc un gisement biomasse qui est intéressant. Et aussi, quand on prévoit des travaux, on intervient également sur la régulation pour respecter le décret sur le décret BAX sur la GTB, GTC. Voilà. Sur la slide suivante, rapidement, donc l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, les ressources qu'on a, donc c'est tout ce qui est les subventions au niveau des travaux, donc FEDER, Fonds Vert, les subventions au niveau des études actées, donc il y a les C2E qu'on valorise. On a aussi des prêts bonifiés avec la Banque Centrale Européenne et on a, comme je vous disais, la chance d'avoir sur notre territoire des réseaux de chaleur qui permettent d'avoir une plus grande stabilité au niveau du coût de l'énergie et par rapport à une solution de gaz qu'on avait précédemment sur pas mal de bâtiments. Après, les freins, donc c'est l'évolution réglementaire au niveau, on a du mal à anticiper, évidemment. Et après, il y a la temporalité des opérations. Donc, comme on est sur des opérations qui s'échelonnent sur, on va dire, pour les plus grosses, sur parfois plus de 5 ans. Donc, on a des difficultés à intégrer du coup les contraintes et il y a des contraintes qui viennent se rajouter, qui peuvent avoir une incidence lourde et une complexité pour la mise en œuvre. Voilà, après, bon, il y a quelques contradictions. C'est vrai que les éléments en lien avec la performance énergétique et le décret sur le QAI qui vient augmenter les débits de renouvellement d'air, donc qui vient augmenter les déperditions, c'est un peu antagoniste.
Après, il y a quelquefois des contraintes au niveau des matériaux qui ne sont pas sous avis technique. Donc, du coup, on a des difficultés et des réticences à les déployer sur nos bâtiments. Et du coup, on a aussi des freins donc, sur nos opérations, parce que comme on a une diminution des recettes qui a une incidence directement sur notre budget. Donc, je pense que ça, c'est valable pour toutes les collectivités. On mène du coup une stratégie de commissionnement sur nos opérations pour que les éléments qui sont visés dans la phase programmation soient pérennes en exploitation. Donc, pour les opérations, donc, soit on le fait en interne, pour les petites opérations, on fait le commissionnement en interne, nous, ou alors sinon, on s'adjoint les services d'un prestataire externe pour les très grosses opérations. Et c'est dans le but de vraiment d'essayer d'avoir une bonne transmission entre la phase étude et enfin phase travaux et après que l'exploitant récupère une installation qui soit pour lesquelles il a été consulté, pour lesquelles on n'ait pas de souci au niveau de la prise en charge. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va passer à Madame Rodriguez de la mairie d'Évry-Courcouronnes. Je vous laisse nous parler de votre programme de rénovation. Déjà, en premier lieu, je voulais vous dire que finalement, ce qu'on va vous présenter, c'est le cadre général de l'approche d'Évry-Courcouronnes et un cas d'exemple pour le groupe scolaire Coquibus. Mais en réalité, je partage tout à fait ce que viennent de dire les deux intervenants précédents et notamment la personne des Pyrénées-Atlantiques qui est également dans une collectivité territoriale. C'est des choses qu'on retrouve également aussi dans nos collectivités, dans notre collectivité. Mais pour détailler un peu plus du coup ce qu'on a à Évry-Courcouronnes, donc un petit rappel du contexte, la ville d'Évry-Courcouronnes est une nouvelle ville composée d'Évry et de Courcouronnes qui ont fusionné en 2019. Ces deux villes sont elles-mêmes des villes nouvelles des années 80 et donc qui ont bénéficié pendant plusieurs années de ces constructions récentes à partir des années 80, mais qui aujourd'hui pour nous qui sommes actuellement au sein des services techniques, héritons d'un patrimoine qui est vieillissant, qui est même déjà parfois désuet, des installations techniques très peu rénovées et en bout de vie, et donc un besoin important de rénovation massif à l'échelle de la collectivité pour pouvoir réduire nos consommations, améliorer le confort des usagers. Et donc en 2020, on a hérité, enfin en tout cas, on nous a transmis une feuille de route très ambitieuse en matière de rénovation bâtimentaire, ambitieuse tant en termes de quantité de bâtiments à rénover, mais aussi en termes de niveau de qualité environnementale et sanitaire et technique. Ça s'est traduit premièrement par déjà l'organisation de la direction bâtiment qui a évolué. On a développé, on a conçu, en tout cas on a créé un service optimisation énergétique qui a pour but de suivre évidemment tous les sujets liés à l'énergie, l'exploitation, la maintenance de nos systèmes techniques, mais aussi d'être conseil du service maîtrise d'ouvrage qui porte aujourd'hui tous les gros projets de rénovation de nos bâtiments et de construction neuve, mais également conseil de l'ensemble de la direction sur les sujets de cette nature. Donc, la municipalité avait l'enjeu de la rénovation et donc nous avons pour cela 8 rénovations en cours, 4 constructions neuves et l'opération Coquibus qui est très complexe et qui est un entre-deux en réalité entre les deux. Ces opérations sont toutes des opérations qui visent un niveau environnemental excellent, mais aussi qui portent un enjeu sanitaire aussi important. La ville est très, très engagée en matière de réduction des COV et de tout ce qui permet, tout ce qui aurait un rôle sur la perturbation endocrinienne. Et donc ça, c'est clairement infusé dans nos services quand on porte une opération aujourd'hui. Pour ça, on a comme fil conducteur sur toutes nos rénovations et toutes nos constructions, et notamment celles des écoles, une amélioration des enveloppes, étanchéité à l'air et évidemment, et l'amélioration de l'isolation, y compris sur nos rénovations. C'est vraiment le fil conducteur. Quand on rénove, c'est le premier axe, c'est celui-ci. On améliore également les systèmes techniques avec des systèmes plus économes, plus performants qui permettent notamment d'avoir un renouvellement de l'air plus efficace. On a également
Comme la personne qui le présentait juste avant, on a également on vise des objectifs de renouvellement d'air supérieurs au règlement départemental sanitaire et on verdit nos cours. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des cours qui sont moins imperméables, plus perméables, avec beaucoup plus de végétaux de toutes dimensions pour faciliter aussi l'infiltration. Des jeux de cours qui évoluent, qui sont vraiment également conçus avec des matériaux plus biosourcés. Un vrai travail sur la mobilité. Je vais juste me permettre là de dire que ça, c'est quelque chose qui se travaille avec les usagers. On le fait, mais peut-être pas assez, notamment aussi, ça c'est notre retour d'expérience, parce que ça nécessite un changement de pratique et une appropriation de ces nouvelles cours d'école. Donc on a un gros projet actuellement sur le devenir des cours d'école de la ville, pour justement davantage associer les usagers. Alors, le groupe scolaire Coquibus, c'est la première rénovation de la ville d'Évry-Courcouronnes. Alors, je dis rénovation, mais en réalité, c'est vraiment entre les deux. Parce que, comme vous pouvez le voir, on augmente quand même considérablement le nombre d'élèves à la rentrée 2025-2026. Et en réalité, on a même déconstruit une partie du bâtiment, la maternelle, pour pouvoir construire un bâtiment qui aujourd'hui s'étendra sur 3 étages, pardon, un rez-de-chaussée et deux niveaux. Et on rénove une partie où une grande partie, même la partie rénovée, est complètement déconstruite pour mettre en place un exosquelette et reconstruire complètement l'enveloppe. C'est une opération, en fait, qui date de 2017-2018 à partir des premières prospections d'évolution scolaire. Ce qu'on constate aussi, c'est que le temps du projet est long et donc les éléments de programmation évoluent depuis cette époque-là. Donc, ça a nécessité beaucoup de souplesse durant les études pour pouvoir répondre à des besoins qui seront finalement ceux de 2025-2026. On peut peut-être passer ces slides un peu rapidement, les amis, pour que vous puissiez avoir par la suite des éléments, voilà, un peu de données chiffrées, mais on va passer rapidement. Donc, ce programme est un programme qui est labellisé HQE niveau excellent et E3 C2 sur la partie neuve. C'est une première pour la ville d'Évry-Courcouronnes. Ça a été très intéressant, je vais revenir là-dessus, pour nous d'avoir cette approche labellisée et certifiée pour cette première opération parce qu'elle nous permet de comprendre les enjeux finalement de ces constructions et rénovations niveau excellent et d'avoir en tête les points de vigilance à avoir même sur les opérations qui ne seraient pas labellisées ou certifiées. Voilà, donc un petit rappel du calendrier. Donc, c'est une opération dont la programmation a commencé en 2018-2019 avec un concours de maîtrise d'œuvre en 2020, la notification du marché de maîtrise d'œuvre en 2020 également, fin 2020, donc un début des études en réalité en 2021, et une livraison de la deuxième phase en 2025. Le temps est long pour cette opération qui est très complexe parce qu'en réalité, elle est enclavée. On a eu aussi finalement la mauvaise surprise d'avoir lancé nos opérations de travaux dans des périodes qui n'étaient pas très propices à ces marchés de travaux-là. Donc, on a eu mais c'est un beau projet qui avance quand même. Ça, c'est un petit rappel finalement des données sur ce projet-là que je ne vais pas détailler, mais vous pouvez voir que c'est quand même une école qui est conséquente, avec des espaces extérieurs conséquents qu'il faut positionné dans le contexte urbain, c'est-à-dire que c'est vraiment en lisière. On va pouvoir voir après du bois, du parc des Coquibus. Et donc, les espaces extérieurs sont en réalité bien plus importants que ce qui apparaît là. Une opération qui a aussi un impact financier fort pour la collectivité. C'est un des points de difficulté qu'on a pu avoir, c'est que c'est vraiment la première grosse opération avec ses ambitions environnementales et techniques. Et donc, il y avait clairement une sous-estimation de nos AMO à l'origine de cette opération-là. Voilà. Ça s'apparente davantage à une construction neuve qu'à une rénovation aussi pour ça.
Donc ça, c'était l'école telle qu'elle était initialement avant notre opération. On peut peut-être passer à, donc la partie rouge, la partie maternelle, voilà, c'était la partie maternelle, la partie bleue, la partie élémentaire, et au milieu, une jonction avec les locaux communs, la restauration d'office. Donc là on voit en fait la complexité du site, même s'il faut l'imaginer. En haut, on a une rue qui enferme complètement ce bâtiment parce qu'elle est en réalité, c'est qu'une voie accessible au transport et l'école est en contrebas d'une dalle. Et sur la zone N, c'est donc le parc. Voilà, donc ça, c'est le projet. Donc, toute la partie maternelle a été démolie. La partie centrale également de la restauration est démolie pour laisser place à ces deux bâtiments qui forment les pattes du U et qui accueilleront la maternelle et l'élémentaire, l'intégralité des classes sur plusieurs niveaux. Et l'autre partie qui est sur le côté de la rue Étienne Dore, c'est la salle polyvalente et les locaux communs. Cette salle polyvalente a également pour particularité d'être ouverte aux associations du quartier. On l'a pensée de telle sorte à qu'elle ne communique pas en dehors des heures scolaires, qu'elle ne communique pas avec l'école, qu'on puisse complètement fermer cette salle et ses accès. L'idée étant de mutualiser, en tout cas d'occuper cette emprise foncière le plus possible pour réduire aussi notre artificialisation des sols ailleurs, ou en tout cas nos besoins de construire ailleurs. Alors ça, c'est des données très quantitatives, enfin très numériques, donc on va peut-être les passer. Par contre, c'est des données qui sont disponibles sur ce document. Donc, on vise un niveau global excellent avec 3 étoiles en qualité de vie, 2 étoiles en respect de l'environnement et 3 étoiles en performance économique. Je vais vous expliquer un petit peu quels sont les points forts de cela. Donc, sur le respect de l'environnement, le point fort, c'est la limitation de la pollution et la lutte contre les changements climatiques. C'est un grand changement du coup. Les cours sont plus du tout minéralisés. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus végétalisé, avec même des sols plus perméables. Par exemple, un petit détail, hein, on met plus de sol souple sous les jeux, mais on met du mulch, enfin des copeaux, ce qui nécessite un accompagnement très important, un accompagnement pédagogique très important. Je vais juste rapidement revenir sur la slide d'avant. Sur la partie économique, on a imposé j'ai plus le terme, des clauses sociales très fortes, de telle sorte qu'il y ait des heures imposées, des heures d'insertion imposées. La qualité de vie est aussi un point très important, où on a essayé de viser vraiment des choses, enfin, de la qualité sur le confort hydrothermique, qualité de l'air intérieur, comme je vous ai dit, ça complète aussi le travail qu'on fait sur la qualité de l'air intérieur et la lutte contre les perturbateurs endocriniens au sein de la ville. Sur la qualité de l'eau, les transports et les services. Les transports cette école étant vraiment très bien desservie des transports pour le coup. Et management responsable, c'est pour nous nouveau. Voilà, on a visé niveau M. Voilà. Alors, les difficultés rencontrées, déjà, le site est une difficulté. L'école Cotibus, le site est une difficulté en lui-même parce qu'il est très enclavé et que c'est une école, je ne l'ai pas dit, mais c'est une rénovation, une construction qui se fait en site occupé avec des enfants qu'on déplace à chaque phase. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Et donc, les difficultés qu'on a eues dans le cadre de cette expérience de labellisation également et de certification, c'est la nécessité de produire des justificatifs pour que puisse être attesté finalement la prise en compte de certaines choses et également le fait que ce soit une opération qui soit inscrite dans la durée, ces justifications, ces attestations parfois sont un peu perdues dans le temps. Et donc, dans le cadre de notre démarche de labellisation, c'était une difficulté pour nous. L'adaptabilité des locaux, ça a été également pour nous une petite complexité parce que c'était beaucoup nouveau et de travailler sur des locaux
scolaire pour le coup, qui fallait adaptable. Voilà, c'était novateur. On y est parvenu finalement avec le travail avec la maîtrise d'œuvre, mais c'était une complexité également qui nous a servi de retour d'expérience pour les autres opérations d'ailleurs. Matière locale, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est en réalité les limites des marchés publics, de la commande publique, d'autant plus que c'était encore une fois cette première grosse opération. Et donc, il a fallu qu'on trouve comment, sur certains aspects, aller chercher des produits plus locaux. Mais ça a été constructif pour la suite parce que sur nos autres opérations, on y parvient davantage. Même si là, on y parvient, on est encore meilleur depuis. On a eu d'autres spécificités, d'autres points saillants. On a travaillé sur la récupération de réemploi, les arbres abattus, mais transformés, les jeux de cours avec les arbres abattus vont servir de jeux de cours et de mobilier dans ces cours. Voilà, la clause sociale dont je vous ai parlé. Et les points sensibles, c'est un site qui est compliqué aussi parce qu'on a dû produire une ESSP et parfois il y a certaines choses qui venaient en contradiction avec nos objectifs environnementaux. L'évolution également normative au cours de cette opération qui s'inscrit sur un long temps et la nécessité de parvenir à appréhender les conséquences de ces nouvelles pratiques en termes de maintenance et coûts de fonctionnement par la suite. C'était pour nous, et c'est toujours pour nous, quelque chose qui nous alerte, en tout cas sur lequel on est assez vigilant. Voilà, j'ai essayé de faire vite parce qu'en réalité, il y avait beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je pense qu'on va tout de suite passer la parole à Monsieur Dehan qui va nous parler donc de la restructuration du parking Bonnefoy en école supérieure privée. C'est un projet qui se trouve à Lyon. Monsieur Dehan, je vous laisse la parole tout de suite. Oui, merci. Oui, en fait, moi, je vais vous présenter cette opération sur la restructuration de l'école Bonnefoy, de Rue Bonnefoy, et j'irai peut-être je vais vous la présenter brièvement, vous montrer les objectifs qu'on a cherché à atteindre, et je vous montrerai aussi, je vous expliquerai également la démarche de l'investisseur, pourquoi il est rural, pourquoi il a voulu absolument une certification et comment il veut la faire évoluer. Moi, Bruno Dehan, je suis directeur et fondateur du bureau d'études Sequoia Engineering, bureau d'études qui traitons de tous les aspects environnementaux à travers le bâtiment, hein, pas forcément d'ailleurs sur de la certification, mais beaucoup de certifications, puisqu'on est référent à la fois de Certivia, de HQE, d'Osmose, de R2S, de BBCA et l'ensemble des labels qui associés à Certivia. C'est quoi Bonnefoy? Bonnefoy, c'est un ancien bâtiment, un ancien parking qui s'appelait le Titanic. Ça ne s'invente pas. Un bâtiment qui est assez exemplaire sur Lyon, puisque c'était un parking qui était même inscrit au bâtiment de France. Et le défi de ce bâtiment était de transformer ce parking, ce parking avec ses rampes, en un bâtiment recevant une école de 6 mètres carrés de plancher en R+6. On a cherché, parce que c'est un projet qui a été initié il y a longtemps et qui a été compliqué à accoucher. On est parti d'ailleurs sur la version du HQE bâtiment durable V3. On est parti initialement sur une version, sur un niveau potentiellement à atteindre très performant et vous allez voir que l'évolution de ce bâtiment va nous faire exploser les scores. Bref historique, en 1886, une brasserie, la brasserie Ninclair, s'installe rue Bonnefoy, officie pendant 70-80 ans à Lyon, une grosse expérience dans la bière. Et en 1956, on construit un nouveau bâtiment, on voit les plans d'origine, accolé à cette brasserie qui s'appelle donc le Titanic, qui est un garage et un parking déjà en 56, puisque c'était un petit peu le tout voiture au centre de Lyon. On voit le bâtiment en 2022, ce qu'il était, avec sa magnifique appellation Titanic. Hein, il n'a pas coulé, pourtant il est resté bien vivant. Et en 2025, on peut voir une façade qui montrera l'avenir de ce bâtiment sur une école. Suite.
Voilà. Le bâtiment actuel, bon, il est en pleine restructuration. Là, c'était juste avant qu'on commence les travaux. On voit cette façade qui est classée, hein, avec un tramage de façade assez particulier, qui n'était pas très simple pour l'architecte à reprendre. Et on voit l'intérieur du bâtiment où on est vraiment sur une base de parking, très bas de plafond, des grandes poutres, des rampes. Et vous allez voir que le défi était assez intéressant à relever. Le projet de rénovation, c'est quoi? Je vous ai mis en bas à gauche quelques chiffres, hein, une livraison qui va être prévue sur 2025. C'est percer un patio à l'intérieur pour recréer un espace végétalisé dans un milieu très dense urbanistiquement parlant, hein. Ceux qui connaissent Lyon, on est en plein cœur du 3e arrondissement, au milieu d'immeubles de logements et de bureaux. Euh, donc on a cherché à recréer un poumon vert à l'intérieur. On crée une école avec une partie bibliothèque, avec des laboratoires, des amphithéâtres, une partie bureau. Euh, pour nous faciliter la tâche, l'enveloppe est inscrite donc comme au patrimoine. Et vous voyez dans les esquisses que vous avez devant vous, où on a conservé certaines rampes. On a profité d'ailleurs de rampes pour construire des gradins en amphithéâtre. On a réaménagé les niveaux avec ce patio, avec toutes les salles qui s'articulent autour de ce patio. Et on a conservé sur un sous-sol quelques places de parking. Encore une fois, on sent très urbain. Le but, ce n'était pas de multiplier les places de parking de voitures, plus aller chercher les modes de transport doux, mais quand même conserver quelques places de stationnement pour les gens d'enseignement, les intervenants qui viennent de loin. En gros, on est sur un système géothermique sur Audenap. On a une nappe à Lyon avec une température assez constante, ce qui nous a permis potentiellement d'avoir accès aux subventions du Fonds Chaleur. Traditionnellement, on est sur du ventilo-convecteur. Pourquoi ventilo-convecteur? Parce que nos locaux d'enseignement, ce sont a priori des locaux à utilisation ponctuelle, c'est-à-dire que c'est des gens qui rentrent, qui sortent, qui reviennent, qui repartent. Et donc, on a besoin d'avoir un système très réactif, de monter en température et de réduire. Le fait de la grosse densité, bien sûr, nous impose une double flux avec récupération d'énergie, avec un système de free cooling. Et l'inconvénient de ce genre de projet, hein, d'enseignement, c'est qu'on est obligé de dimensionner les CTA à effectif plein. Potentiellement, le bâtiment est censé se remplir à un certain moment de la journée, mais pas tout le temps. Donc, du coup, on a souvent des installations qui se retrouvent surdimensionnées sur un bon nombre de temps. Dans l'existant, on a essayé de se limiter à une puissance inférieure à 500 kW pour éviter d'arriver sur une demande d'autorisation. Comme c'est des occupations très variables, comme je l'ai dit précédemment, et avec des façades opposées, avec des orientations un petit peu préoccupantes par certains moments, on a des grandes variations de l'apport interne qu'il a fallu traiter. Vous avez vu que c'est un parking avec des retombées de poutres très importantes, donc des difficultés à mettre en place les réseaux et les émetteurs, et avec des hauteurs sous plafond très basses. Et le fait d'avoir des fortes variations d'effectifs, donc ça c'est typique des principes d'enseignement, hein, on est obligé de créer des variations de débit importantes avec des analyses d'air par son de CO2. Bref, aperçu du chantier, vous voyez, c'est un chantier très important au niveau structurel, ça a été colossal, hein. Il a fallu supporter tout le bâtiment, parce qu'on a cassé des poteaux, des poutres avec des centres de charge importantes. Il a fallu supporter le bâtiment sur des vérins hydrauliques en attendant de recouler de nouvelles poutres. Ça a été un chantier assez titanesque. Je prends le nom du bâtiment. Dans les enjeux de la certification, identifier les plus, quelques petits moins. Clairement, l'intérêt, c'est d'attester la qualité du projet. On ne peut pas se suffire de maître d'ouvrage qui dit j'ai suivi une démarche, j'ai eu la volonté de suivre une démarche. L'avantage de la certification, c'est d'avoir un coup de tampon, et un coup de tampon qui n'est pas un greenwashing, c'est un coup de tampon qui légitime, qui atteste de la qualité d'un projet tout au long de son organisation, du management, de la conception à la réalisation et à la réception. L'avantage d'une certification, c'est le maintien des objectifs. Nous, en tant que maîtrise d'œuvre, on s'aperçoit que souvent, pour des contraintes financières ou autres, souvent financières, faut dire, les objectifs sont souvent un peu clivés.
pendant la phase chantier et on fait les impasses. L'avantage de la certification, c'est que quand les impasses sont faites, bah, nous, on lève le doigt en disant, OK, vous avez raison, vous faites une impasse parce que vous voulez économiser un petit peu de sous, pas de problème. Le seul souci, c'est que ça mettra en péril la certification et, à minimal niveau, au pire, la certification. Donc, souvent, on revient un peu dans les clous du fil rouge que nous a imposé la certification. On a pu mettre en place une communication très importante avec les riverains. Il faut dire, hein, ça a été terrible pour eux, hein, du marteau-piqueur pendant 3 mois, alors, pas les heures de journée, mais où c'était intenable. Il a fallu reloger les gens, reloger les gens dans les bureaux, reloger les gens dans les logements. On les a déplacés pendant 6 mois sur d'autres quartiers. Ça a été vraiment important comme sujet. Et le fait d'être un peu vertueux dans l'approche qu'on a eue dans cette rénovation a, mine de rien, pu faire accepter ce projet. On a eu 0 recours, ce qui est absolument exceptionnel pour ce type de chantier à cet endroit-là. Et puis, bon, les petits points, on a trouvé que pour un projet aussi autant surdimensionné, l'outil eau n'était pas très adapté pour monter nos calculs. Et puis la thématique biodiversité était compliquée à répondre parce on a vraiment créé l'espace vert avec une digitalisation de postio, mais c'est la seule chose qu'on a pu faire. Et du coup, on a eu un petit peu de mal à approcher de la thématique de biodiversité. Et là, je vais vous parler brièvement des 3 intérêts de cette certification. Le premier intérêt, c'est l'intérêt du constructeur. Ça, nous, on est un bureau d'études de maîtrise d'œuvre, hein, et on a travaillé aux côtés d'une entreprise générale. Et en interviewant un petit peu l'entreprise générale, qui avait déjà fait des certifications, mais celle-là qui lui a plu parce qu'elle était assez complète. Clairement, déjà, quand ils ont commencé à présenter le dossier aux élus du 3e arrondissement et aux élus de la mairie de Lyon, clairement, quand on a montré patte blanche avec un projet d'une telle qualité, d'une telle vertu environnementale, les élus ont eu tout de suite une bien meilleure écoute. On est dans une mairie verte, hein, donc forcément ça nous a facilité le projet. Mais c'est vrai que pour l'acceptation du projet, le fait de montrer une certification et de ne pas s'arrêter qu'à des intentions a été très important pour l'écoute des locaux. L'implication des parties prenantes, c'est-à-dire que dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, aussi bien structure, fluide, acousticien et l'entreprise générale et archi, ainsi de suite, le fait de travailler sur une réflexion environnementale et d'amener une certaine vertu à notre projet a permis de motiver, d'avoir l'impression qu'on ne travaillait pas uniquement pour construire un bâtiment, on travaillait pour autre chose, pour d'autres raisons. Et l'implication qu'on a rencontrée auprès de toute l'équipe de conception a été vraiment très, très intéressante. La valeur verte, c'est le constructeur qui le dit, de montrer la valeur verte de l'entreprise à travers une démarche telle que celle-ci, m'intéresse beaucoup puisque ça permet de donner une autre vision, une autre motivation sur l'acte de construire juste de bâtisseur, à monter des agglos et des pierres avec du ciment. La valeur verte de l'entreprise, c'est une valeur qui est de plus en plus mise en avant au sein de chacun, ne serait-ce que pour embaucher. Passer au suivant. Je parle de la sécurité, impact de chantier, bien sûr, et de la flexibilité du site. Pour les usagers, on est dans une école. Et là, c'est le preneur, hein, qui parle. Clairement, lui, il cherchait une certification absolument, ne serait-ce que pour améliorer et pour, ne serait-ce qu'à travers la conception, à travers l'imagination qu'on peut développer auprès de ce projet, apporter une meilleure qualité de vie au travail de ces étudiants, au travail de ces gens qui vont rester des heures fermés, nombreux dans une pièce. On peut constater un véritable gain dans le confort. On l'a vu aussi, et Marc Campesi a parlé de VAVRD tout à l'heure, on l'a vu aussi auprès de ce bâtiment, on a vu les gens de l'école Sénat témoigner d'un véritable gain en termes de confort au niveau des étudiants sur ce bâtiment. Dans les coûts d'exploitation, on a monté des SED et des STD pour prouver, démontrer cette réduction-là. Clairement, au vu des coûts d'énergie, le fait d'être certifié et de s'assurer que la certification aille bien au bout de l'exercice, clairement, ça nous permet d'attester des réductions de coûts d'exploitation et de les prévoir, les anticiper.
sur le marché des candidats, à la fois du personnel embauché, mais également sur les élèves et qui potentiellement intègrent l'école de commerce. Là, encore une fois, c'est l'usager qui parle, hein, c'est l'école de commerce qui va s'installer dans ce bâtiment qui parle. Clairement, ils mettent en avant, ils communiquent sur la qualité de ce bâtiment. Et ça facilite les échanges et ça fait quelque part un peu en plus. Et enfin, pour les investisseurs, parce que l'école de commerce est intégré Bonnefoy, c'est un locataire, hein, et là, c'est un bâtiment qui est voué, qui va être vendu et qui est en cours de vente. Clairement, la certification, ça lui permet de pérenniser, de sécuriser l'investissement. Il s'assure que son bâtiment va traverser le paysage réglementaire qui, aujourd'hui, et c'est quand même unique dans l'histoire de la thermique, a une visibilité à plus de 30 ans. Ce paysage réglementaire, et de fait de se faire certifier, ça lui permet d'aborder, de toucher des thématiques qui vont faire traverser le bâtiment dans son époque et répondre aux futurs enjeux, bien sûr climatiques, mais aussi réglementaires. Du coup, ça pérennise l'investissement. Ce bâtiment-là, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a classé très performant sur la version V3. On entre en discussion avec les investisseurs. Là, aujourd'hui, en phase conception, on s'aperçoit que très facilement, on va pouvoir monter à un niveau excellent. Et on validera ce niveau-là à l'audit de réception, parce qu'en fait, la qualité de la conception de ce bâtiment et le cœur qu'a mis à l'ouvrage l'ensemble de l'équipe de conception va nous permettre de pouvoir valoriser des points qui n'ont pas été, par exemple, sur ce bâtiment. Mais également, l'investisseur, lui, il voudrait qu'on aborde une thématique sur la taxinomie ou taxonomie, qui ne font pas partie du référentiel V3, mais qui fait bien partie du référentiel bâtiment durable V4. Pourquoi taxonomie? Parce que clairement, l'intérêt de la certification, c'est l'anticipation, c'est la vision sur le futur, c'est la vision environnementale, c'est la vision économique, c'est la vision réglementaire qui va permettre de vraiment valoriser l'investissement, parce qu'on sait très bien qu'un investisseur, il investit à un instant T dans un bâtiment. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce bâtiment a de fortes chances d'être arbitré, de retrouver de nouveaux propriétaires. Et de fait, de pouvoir témoigner de cette volonté d'anticipation, mais de le témoigner pas uniquement sur une volonté, encore une fois, juste une démarche et des vœux pieux, mais vraiment témoigner avec un audit et un certificateur tiers à l'équipe qui puisse attester de la bonne fin de ce projet, de la bonne fin environnementale, ça devient un élément clé dans le monde de la construction. Voilà, bonne foi, la rénovation de cette école de commerce, de ce parking. Merci beaucoup, Monsieur Dehan. Je passe la parole directement à Christophe Gérard qui va nous parler des solutions de Certivea, de labellisation et certification. Merci. Présenter globalement en détail deux certifications, enfin un peu plus en détail deux certifications. Les certifications HQE bâtiment durable. Vous savez aussi qu'on a une certification HQE bâtiment. Juste pour rebondir sur ce que disait Monsieur Dehan, la taxinomie européenne est bien présente aussi sur HQE V3. Les critères ne sont pas tous présents, mais la certification, et on a produit des documents et on a fait un livrable sur la taxinomie européenne qui reprend la cohérence entre les référentiels HQE depuis les générations de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Donc la taxinomie européenne est complètement intégrée à la version 4 de HQE bâtiment durable, mais vous pouvez aussi utiliser la version 3 pour justifier d'environ un peu plus de 50% des critères de la taxinomie européenne. Donc la taxinomie européenne, vous avez aussi avec le référentiel HQE BDV3, des documents qui vous permettent de justifier un certain nombre de plus de la moitié des critères de la taxinomie. Je referme la parenthèse. Pour rappel, donc, les différentes thématiques techniques qui sont évaluées dans ce référentiel HQE bâtiment durable, vous les avez ici. Donc en rose, c'est les thématiques de qualité de vie. Donc qui vont surtout permettre de s'assurer justement d'une qualité d'usage du bâtiment, puisqu'on est sur des notions de santé, de confort,
d'accessibilité, de transport, de services. Ensuite, toutes les thématiques d'environnement. Et j'attire votre attention notamment sur la nouveauté de ce référentiel, de ces versions V4 de HQE Bâtiment Durable. C'est le thème adaptation au changement climatique. Et dans ce thème-là, on va bien traiter de 3 sujets, à la fois des risques climatiques et de l'ensemble des 28 risques climatiques qui sont cités notamment dans le cadre de la taxinomie européenne. Et donc, on va demander, en tenant compte des scénarios du GIEC à 2050, d'évaluer les risques auxquels sont exposés les bâtiments. Vous avez un deuxième critère dans ce thème-là, adaptation au changement climatique, qui est sur les conditions de confort d'été dans les bâtiments avec un climat dégradé à 2050 selon un scénario du GIEC et avec des niveaux à atteindre, ce qui permet de fédérer la conception pour avoir le plus possible une conception qui permet de s'adapter au changement climatique. Et le troisième critère, troisième exigence de ce thème-là, c'est sur les îlots de chaleur. Et donc là, notamment quand on est en rénovation, qu'on fait une cour d'école Oasis, par exemple, ben on va améliorer fortement ces critères-là d'îlots de chaleur sur l'école, quand on va travailler ce sujet-là. Faire de la perméabilisation des cours d'école, mais aussi de la végétalisation, avoir une canopée qui permet d'avoir une baisse de température sur la cour, mais aussi une baisse de la température de l'air qui est introduite dans l'établissement. Donc ça, par exemple, faire une cour oasis en rénovation, ça va vous permettre de traiter ce point-là dans l'adaptation au changement climatique. Ça va vous permettre aussi de traiter les aspects de gestion de l'eau à la parcelle dans le thème eau, par exemple, et de diminuer vos consommations d'énergie. Donc là, c'est les joies de la méthode multicritère globale HQE. Pour terminer, on a la partie performance économique, donc en jaune ici à l'écran, et ensuite toute la partie qui va concerner la gouvernance, le commissionnement, le chantier, l'adaptabilité et toutes les actions de gestion, exploitation, entretien, maintenance du bâtiment. Donc vous voyez ici les thématiques qui sont sur HQE bâtiment à gauche en rénovation et HQE bâtiment durable. On ajoute les thèmes qui sont sur la droite quand on passe à HQE bâtiment durable en rénovation. Un mot sur le champ d'application de ce référentiel. Comme vous le savez, c'est un référentiel international. On a aujourd'hui un peu plus de 53 millions de mètres carrés certifiés, dont environ 10% à l'international, entre 5 et 10% à l'international, dans 26 pays. Peu le savent, mais on a plusieurs centaines de bâtiments certifiés au Brésil et environ une centaine aussi au Maroc, par exemple. Ce référentiel s'applique à tous les types d'opérations, construction, rénovation et exploitation axe bâtiment et axe gestion. Donc bâtiment plutôt sur la partie qualité intrinsèque du bâti et gestion plutôt sur la partie quelles sont les actions d'entretien, de maintenance, d'exploitation qui sont mises en place pendant le cycle d'exploitation. Ici, vous avez ce que vous connaissez sans doute, les niveaux de système de management. Donc, il y a 3 niveaux dans la certification, M1 et M2 pour les cas où on est opération par opération. Et puis le M3 pour les entités qui veulent mettre leur parc ou en tout cas un nombre conséquent de bâtiments. Il y a un niveau de maturité qui permet de faire de l'échantillonnage de nos interventions. Ensuite, vous avez ici, dans chacun des thèmes que vous avez vus sur les slides précédentes, chaque thème est évalué selon une échelle de A à F, c'est-à-dire qu'on a des exigences dans les thèmes, et cette échelle globale permet d'avoir la même échelle qui s'applique à la fois en construction, en rénovation et en exploitation. Si je prends un exemple simple, quand on est sur des bâtiments d'enseignement en acoustique, la limite entre le niveau réglementaire, cette limite de la réglementation est entre la classe C et la classe D. Si vous avez des niveaux qui sont meilleurs, vous êtes entre les classes A, B ou C.
Et si vous êtes sur des niveaux qui sont plus faibles par rapport à cette réglementation pour les établissements d'enseignement, ben vous êtes en 2, en D, en E ou en F. Et c'est le même principe sur tous les thèmes, c'est-à-dire que la limite entre la classe C et la classe D permet d'avoir le niveau d'un bâtiment standard qui ne fait pas d'effort particulier. Donc ensuite, une fois qu'on a noté dans chacun des thèmes, on va avoir des notations sur les engagements, donc les 4 engagements qui sont mentionnés ici, la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et le pilotage maîtrisé. Et ensuite, vous avez la note globale aussi qui est donnée, le niveau performant, très performant, excellent, exceptionnel. Tout cela se fait au travers d'agrégation des points qui sont sur l'ensemble des thématiques. Donc ici, j'ai mis les agrégations qui concernent le HQE bâtiment durable. Donc il y a une pondération des points par thématique et par engagement qui permet de donner à la fois la note sur chaque engagement en étoiles et la note globale de l'opération. Et c'est cette note globale qui est affichée sur le certificat. Quelques points sur les éléments principaux. Donc on a bien un référentiel qui s'adapte à tous les types d'opérations. Ce qu'on a essayé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essentiellement des exigences de performance. Par contre, on a certaines thématiques où il reste quelques exigences de moyens. Si je prends par exemple le thème de l'accessibilité, ben on va continuer à parler de hauteur de seuil, de largeur de porte, etc. Par contre, sur la plupart des thématiques, ça va être de la performance. Et si je prends la performance énergétique, par exemple, c'est la consommation globale d'énergie, tout usage du bâtiment qui permet d'évaluer le thème énergie. Et donc, on est bien sur la performance réelle, tout usage du bâtiment en certification HQE. Donc, on a bien une échelle aussi unique, ce que je remets ici, entre le neuf, la rénovation et l'exploitation. Quelques éléments d'adaptation à la rénovation. Par exemple, sur l'adaptabilité, on peut avoir une difficulté de travail sur la structure, sur l'enveloppe, être limité en termes d'extension, etc. Donc, tout ça est pris en compte dans le référentiel. C'est-à-dire que dès qu'on a des spécificités, par exemple, liées à la rénovation, on peut mettre en place des non-applicabilités puisque il y a certains éléments. Si je prends l'exemple suivant, sur la qualité de l'eau, si la rénovation ne concerne pas les réseaux d'eau dans le bâtiment, ben, toutes les exigences qui sont relatives au réseau d'eau dans le bâtiment, vous pourrez les déclarer comme non applicables puisque vous n'avez pas la main dessus, puisque votre opération de rénovation ne concerne pas les réseaux d'eau. Donc c'est un petit peu la même chose sur l'ensemble des thèmes, notamment sur les indicateurs acoustiques, visuels. Seuls ceux qui sont maîtrisables en rénovation vont être à évaluer et pas ceux qui sont non maîtrisables en rénovation. Idem sur les déchets. On ne va pas parler, par exemple, des déchets d'activité du bâtiment quand on est sur une opération de rénovation. On va parler des déchets de chantier de l'opération de rénovation, mais on ne va pas parler des futurs déchets d'exploitation du bâtiment ou d'activité du bâtiment. Donc, le référentiel, en fait, s'adapte en fonction de la typologie d'opération. Et notamment en rénovation et en exploitation, on a des adaptations qui sont possibles dans les exigences. C'était très rapide pour le référentiel HQE bâtiment durable. Donc, je vais passer là à un deuxième référentiel, c'est le EFINERGIE Rénovation 2024. Donc, ce référentiel-là est sorti avec l'arrêté du 3 octobre 2023. Donc, sur les bâtiments tertiaires, il y a eu très, très peu d'évolution, même quasiment aucune évolution par rapport à la génération précédente de la label BBC EFINERGIE Rénovation. Donc là, les exigences de l'État, ben, c'est d'avoir 40% de réduction des consommations par rapport au niveau de l'ART existant global. Et ensuite, on a le collectif EFINERGIE qui ajoute des exigences qui vont concerner les déperditions, les gaz à effet de serre, le fonctionnement des équipements, par exemple. Et ensuite, les organismes certificateurs. Donc, on est plusieurs organismes certificateurs à délivrer ce label. Et donc, nous, Certivea,
on a aussi des exigences qui viennent s'ajouter, puisque dans le décret, il est indiqué que ce label ne peut être délivré que dans le cadre d'une certification plus large. Donc on a en fait les exigences de l'État, qui sont sur le CEP avec 40% par rapport au CEPRF, la TIC. Ensuite, on a les différentes exigences que vous voyez mentionnées ici du collectif Effinergie, par exemple sur le UBAT ou sur les gaz à effet de serre. Et ensuite, vous avez pour Certivia deux façons d'obtenir ce label. Soit vous l'associez à une certification HQE, soit vous prenez les exigences vraiment basiques qui sont dans le référentiel BBC Effinergie Rénovation. Donc on a rajouté quelques exigences garde-fous sur notamment les débits de ventilation, les matériaux, l'éclairage artificiel, la lumière naturelle, etc. Donc vous avez ces possibilités-là pour avoir un label si vous faites la demande auprès de Certivia. Donc là, on a une complémentarité entre les certifications et les labels. Il faut voir que c'est un petit peu des démarches différentes, puisque quand on est sur les labels, on a plutôt une approche conventionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir plutôt une évaluation de la qualité intrinsèque du bâtiment indépendamment de ses conditions d'exploitation, basée sur des scénarios conventionnels, et donc notamment sur 3 sujets clés que sont l'énergie, le confort d'été et les impacts carbone, alors que quand on est en certification, on va pouvoir avoir une approche réelle qui est basée sur le décret tertiaire notamment, qui est cohérent aussi avec les classes de consommation d'énergie du DPE, et ça va vous permettre d'anticiper les performances réelles de votre bâtiment quand il sera en exploitation. Et donc ça se fait pas par un calcul réglementaire, qui là, c'est plutôt pour les labels, mais en certification, on fait plutôt une simulation énergétique dynamique sur la partie consommation d'énergie et aussi sur la partie confort d'été. Sur la partie énergétique, donc ce que je disais, on a dans les labels, c'est plutôt du conventionnel, avec des scénarios conventionnels, et c'est que sur les postes réglementaires. Alors, le label BBC Effinergie Rénovation, il est sur la RT existant, donc c'est encore les 5 postes qui sont dans les anciennes générations de réglementation thermique. Sur la certification, donc là, on vise à connaître vraiment ce que vivront les futurs occupants du bâtiment, que ce soit en termes de confort, de santé, mais aussi de consommation d'énergie. Donc, le plus possible, avoir une vision de quelles seront les factures réelles du bâtiment. Donc là, ça se fait plutôt par simulation. Et c'est conforme à ce qu'il y a dans le décret tertiaire, le DPE. Et ça vous permet aussi de justifier tous les éléments relatifs à la taxinomie européenne sur ce sujet-là. Sur le confort d'été, c'est le même principe. On est sur la TIC quand on est sur un label Effinergie Rénovation. Par contre, on est sur une plage de confort quand on est sur les certifications HQE. Donc, c'est une plage de confort et il y a bien 2 parties. Il y a le confort actuel, ça c'est plutôt traité dans le thème confort hygrothermique, où là on prend le climat actuel et on regarde comment fonctionne le bâtiment. Et puis il y a aussi dans le thème adaptation au changement climatique, la simulation du confort avec, en 2050, avec des climats dégradés. Et ça se fait par simulation. Sur les ACV, donc là, en rénovation, aujourd'hui, à date, il n'y a pas de méthode réglementaire pour les ACV. Il y a plusieurs méthodes qui coexistent. Le label BBCA, dont je n'ai pas parlé en détail, mais le label BBCA va, lui, avoir une ACV plutôt qui est sur une empreinte carbone de la rénovation, et la certification HQE, pardon, elle va avoir une évaluation de la totalité des impacts carbone du bâtiment rénové. Donc, les bénéfices des certifications et des labels, déjà, ça permet d'anticiper les réglementations et de faire, puisque vous avez dans nos solutions,
et en particulier dans la certification HQE, l'ensemble des réglementations qui peuvent être impactantes pour vous. Donc, il y a le décret tertiaire, il y a bien sûr les réglementations énergétiques RE 2020 qui s'appliquent à vous. Alors, bientôt pour les établissements du supérieur, pas encore. Ensuite, vous avez les réglementations de type décret tertiaire, décret BACS aussi. Donc, toutes ces réglementations-là, ça vous permet de les anticiper. Ça permet aussi de faire durer dans le temps les niveaux que vous avez atteints, puisque vous pouvez à la fois faire de la rénovation et ensuite passer en exploitation. Les certifications permettent aussi de sécuriser les investissements. Donc là, on a les liens aussi à la taxinomie européenne, donc qui vous permettent d'avoir aussi des prêts verts. Ça permet de s'assurer aussi que les budgets, les calendriers sont tenus. Plusieurs des intervenants ont indiqué aussi ce que la certification apportait dans le suivi de l'opération, la bonne gestion de l'ensemble des parties prenantes. Ça vous permet bien sûr de prouver et d'attester, de valoriser les performances que vous atteignez. Et j'ai terminé. Alors, il y en avait une première, mais la réponse a été apportée par quelqu'un, c'était est-ce que les écoles sont soumises au décret tertiaire? La réponse est oui. Et donc, merci à la personne qui a répondu et qui a mis le lien même vers le site. Alors là, il y avait des questions par rapport à monsieur, je pense, le dernier intervenant. Oui, oui. Est-ce que vous avez pensé à d'autres usages durant les périodes d'inoccupation et est-ce que les cours sont ouverts au public? Alors non, alors moi je ne pense à rien, c'est surtout l'occupant qui va occuper ces bureaux. Alors il va y avoir les cours sont pas, il n'y a pas de cours déjà, il n'y a qu'un patio central, si on est dans un site urbain très très concentré. Par contre, l'idée c'est que les riverains puissent utiliser amphithéâtres et différents locaux au rez-de-chaussée, déjà pour sécuriser les étages, mutualiser l'usage des amphithéâtres et de salles de réunion qui sont au rez-de-chaussée pour faire vivre les associations et les différentes organisations de riverains qui sont autour du bâtiment. Donc les bâtiments vont être mutualisés dans les périodes d'occupation. Alors, il y a une autre question, je ne sais pas si c'est à cause du nom du projet Titanic, mais comment est-ce que vous avez traité la thématique de l'eau et notamment le calcul des consommations d'eau? Donc, on avait une petite problématique sur le débit d'eau parce qu'on a 1400 étudiants. Même en limitant le débit des slaves d'eau, des lavabos on a eu une difficulté parce que finalement, ces consommations étaient très importantes. Elles étaient réparties sur une surface qui n'était pas assez conséquente pour passer sur une note inférieure. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec une note de consommation d'eau qui est F, malgré tous nos efforts sur les débits. Et donc, ça a été vraiment une énorme limite sur l'obtention d'un bon profil sur la maîtrise des énergies sur le bâtiment. C'est un vrai blocage dont il faut avoir conscience lors de la faisabilité sur de la rénovation, sur de la surdensification d'espace. Voilà, c'était notre problématique. Je me permets juste de rebondir sur ce sujet-là. On est en train de revoir les classes de consommation d'eau. Super, c'est une bonne nouvelle. Et on avait une autre question, puisque justement sur ce projet-là, on voudrait traiter de la taxonomie. Et justement, on se posait des questions, on avait cherché à joindre Certivéa ce matin, mais je crois que tout le monde était bien occupé. Ouais, c'était la problématique qu'on a rencontrée. Oui, alors on a un investisseur qui est très intéressé par la thématique taxonomie. L'idée, c'était de regarder un petit peu ce qui se faisait en V4 pour voir quelles étaient notre marge d'application et comment on pouvait l'accompagner sur cette problématique. Mais effectivement, l'idée, c'était plutôt de savoir comment
quelles étaient les équivalences entre la V3 et la V4 et quel était finalement l'effort complémentaire à faire et quelle était notre marge de manœuvre. C'est-à-dire que là, on arrive sur un projet qui est conçu, qui est bien engagé sur la phase chantier et c'était simplement de savoir à quelle phase finalement sur de la V3 on n'était plus en capacité d'agir sur la taxonomie et de répondre à ce besoin. Alors, je ne sais pas si vous avez consulté les différents documents qui sont à votre disposition sur la taxinomie, à la fois sur la V3 et la V4. On n'a rien trouvé sur la V4, oui. Sur la V3, on a trouvé effectivement le nombre de critères, donc le fait que le HEB des V3 permettait de répondre à aucun critère sur l'atténuation, mais un critère sur l'adaptation d'office. Et finalement, on n'a pas trouvé de document qui permettait de nous accompagner là-dessus, mais comme l'a dit Bruno, on a essayé de vous contacter ce matin, mais on comprend que le délai était assez court pour finalement Alors, ce genre de choses. effectivement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à moi sur ce sujet-là et je reprendrai contact avec vous. Merci. Merci beaucoup. Après, il y a une autre question pour Monsieur Rémy. De part des évolutions réglementaires, DEET, taxinomie européenne, on voit des entités bancaires accorder des prêts avec des bonus-malus en fonction des objectifs environnementaux atteints. Est-ce le cas des prêts bonifiés de la BCE? Alors, Monsieur Rémy n'est pas là. Si jamais il n'est plus là, on va lui poser la question, on pourra faire une réponse ultérieure. Donc, Alors. la personne qui a posé la question, recontactez-nous. Oui, en fait, c'est Monsieur Grossega qui a posé la question. Il a répondu, Monsieur Rémy, à la fin de la conversation. Pardon, ok. Voilà. Donc, il dit qu'au niveau de la BCE, il observe il regarde ça au niveau des opérations post-travaux, en tout cas en exploitation plutôt. C'est pour résumer mon intervention. Ok. Alors après, c'est une question pour toi, Claire, je pense. Combien coûte environ une certification d'un bâtiment scolaire type collège? Les coûts de la certification HQBD ou BBC Finergie Rénovation sont-ils identiques? Alors, pour répondre de manière très courte, une certification chez Certivia, ça varie selon différents critères, mais la surface, notamment du site, a surtout un impact. Une certification chez nous, ça va démarrer dans les 16 ou 17 000 euros, et après, en fonction de la taille et puis d'autres critères, ça peut monter à plus de 20 000 euros, voire 25 000 euros. Alors que quand on parle des labels dont on parlait tout à l'heure, Christophe, le prix ne tient pas compte de la surface et en fait, le prix dans ces cas-là est dans les 11 000 euros. Et dans les cas où ça pourrait arriver, certains acteurs se disent je prends une certification plus un label. Dans ces cas-là, bien sûr, c'est pas l'ajout des deux prix, il y a une adaptation qui se fait. Ça, ce sont bien sûr les coûts labellisateurs. Après, les coûts en fonction de quelles équipes vous avez en interne ou des bureaux d'études ou des spécialistes que vous avez en plus que vous rajoutez, effectivement, ces coûts-là, après, on t'en rajouté. Après, il y a une question pour moi. Dans les slides, les pondérations en V4, alors effectivement, j'ai pas fait attention, mais c'est bien 40%. Hein. Si dans les slides, il y avait 35, c'est une erreur. Ok, merci. Ouais. Oui. C'était en établissement de santé que c'est 35%. Parfait, merci. Alors, comment sont traités les espaces livrés bruts dans le cadre d'une certification rénovation? Par exemple, salle de conférence ou hall d'immeuble dont les travaux d'aménagement incomberont au preneur. Alors, on a défini dans la V4 effectivement deux types de livraison. Il y a la livraison en blanc et il y a la livraison en brut. Et dans les deux cas, on indique ce qu'on peut mettre dans le cahier des charges preneur. Donc, ça peut passer par un cahier des charges preneur aussi pour la livraison en brut. Est-ce que le référentiel HQBD est vraiment conçu pour une application internationale? La réponse est oui.
Sur la partie énergétique, donc pour votre information, on est en train effectivement de clarifier, parce qu'il y avait des points comme les zones climatiques, etc., où on n'avait pas précisé les choses. Donc là, on va avoir une version qui va clarifier un certain nombre de points. Donc c'est une version, ce qu'on appelle dans le jargon de la certification, une version mineure qui est là pour faire des clarifications, des précisions, etc., sans changer les niveaux à atteindre. Et donc, c'est dans cette version qui sera mise à votre disposition au dernier trimestre de cette année, je pense. Et donc, il y a effectivement la partie zone climatique là qui va être clarifiée. Et dans ce cas-là, quand on est comme ça en train de faire une évolution mineure, si vous nous posez une question, on va vous répondre à cette question technique en vous indiquant ce qui sera dans la prochaine version, enfin dans la version mineure qui va préciser les choses, ce qui vous permettra de l'appliquer tout de suite sur votre opération avec la version actuelle. Donc c'est le cas, on va préciser là pour le Maroc à quoi ça correspond les zones climatiques. Alors une fenêtre, alors il faut que les accès aux vues soient à l'horizontale du regard. Donc, dans les locaux où il n'y a pas d'accès aux vues à l'horizontale du regard, vous atteignez pas ce critère-là du thème. Mais c'est pas parce que vous atteignez pas ce critère-là sur certains locaux que vous pouvez pas être certifié. Puisque c'est après une évaluation globale à l'échelle du bâtiment. Et il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y en a des dernières. On va donc considérer qu'on a fait le... En tous les cas, merci d'avoir pris ce temps qui a été un petit peu dépassé. On a vraiment un gros remerciement auprès de nos intervenants. On vous a présenté, donc, comme vous l'avez vu, des bâtiments d'enseignement avec une logique privée, d'autres avec des logiques publiques, pas mal de bâtiments en région et un bâtiment plutôt localisé sur la partie Île-de-France. Et on vous a même présenté le cas d'un actif qui était d'un autre usage et qui se transforme demain en actif d'enseignement. On espère que ces éléments-là vous auront intéressé. S'il y a d'autres questions ou qui viennent plus tard ou autres, n'hésitez pas. Pareil, si vous souhaitez être mis en relation, alors certains comme Bruno Dehan, dans ses slides, il y avait les coordonnées directement. Nous sommes là en tous les cas pour faire le lien si jamais vous voulez contacter les intervenants d'aujourd'hui. N'hésitez pas. Et encore merci à tous. Ce sujet de la rénovation des bâtiments d'enseignement est un sujet très important. Tous les acteurs qui sont en charge n'ont pas les mêmes niveaux de départ aujourd'hui. On voit bien que dans le cas de certaines questions, notamment la première sur le décret tertiaire, tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de connaissances. Nous sommes dans tous les cas un acteur qui peut aider dans la chaîne de rénovation pour aborder les thématiques de développement durable. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Un grand merci à tous, une très bonne journée